Bon, bah, du coup, je reviens sur du classique, hein. Ce ne sera pas en direct. Bon, c'est quelque chose qu'il faut que j'arrive à régler quand même. Euh, Parce que j'aime bien quand même le faire en direct. Oui, donc des avancées sur la mer en fait, hein, qui ont commencé donc qui ne tiennent pas, hein, du manque d'espace, hein. C'est plutôt, on met les déblais à l'eau de la destruction de Tokyo et puis ensuite on vend des terrains. Donc zone industrielle portuaire, alors encore un peu aujourd'hui, hein, vous voyez, là encore, il y a encore des entrepôts, il y a des infrastructures, hein, qui restent dans le domaine du port, mais ils ont été, à partir des années 2000, enfin ça commence plutôt, on va dire, 97-98 en fait, hein, pour être un peu plus précis sur là où les chantiers commencent à se mettre en route. On a l'émergence en fait d'une nouvelle zone résidentielle, à dominance résidentielle dans le port de Tokyo, et sur des formes qui sont de l'urbanisme, avec du logement collectif, hein. Et donc là on va changer en fait de type d'urbanisation, puisque alors on change d'abord au niveau de la forme, hein, puisqu'auparavant on avait un peu de petits collectifs, on avait aussi également même de l'habitat individuel, et puis on passe à quelque chose qui est de l'ordre du logement collectif en grande hauteur, très grande hauteur, hein, ce qu'on va appeler les Koso Mansion, hein. Là vous avez Mansion, hein, pour le village olympique, et puis Koso Mansion, hein, ce type de tours qui vont coloniser petit à petit ces espaces de terre-plein dans lesquels on a de la place, hein. On a de la place et on peut faire des parcelles, on a des parcelles qui sont suffisamment grandes pour faire ce type de choses-là. Et on a également un intérêt d'ordre, on va dire, géographique, puisqu'on va être à proximité du palais impérial, des quartiers de l'hypercentre de Tokyo, et donc on va pouvoir faire du logement, et du logement de masse, hein, puisque vous voyez, hein, tout ça, ça va faire du logement, qui fait que entre 97 et 2007, l'arrondissement de Chuo, hein, qui court jusque-là, hein. Ici on a l'arrondissement de Chuo jusque-là, après ici on est sur l'arrondissement de Koto, et puis là, sur le Daiba, on est sur l'arrondissement de Minato, mais qui lui n'a que la zone non résidentielle, enfin assez peu occupée de ce terre-plein. Mais ça permet de doubler la population de l'arrondissement de Chuo quand même, hein. Donc c'est des choses qui sont assez intéressantes. Et puis d'autre part, on a caractéristiques démographiques, hein, puisque le taux de natalité là-dedans va être parfois à 2, voire un peu plus de 2, hein. Donc on a des indices de natalité, de fécondité qui sont assez importants. Et puis on a quelque chose qui pourrait aussi ressembler à ce qu'on faisait auparavant en banlieue en fait, hein, ce qui se faisait dans les Newtowns de Tama, etc. On peut l'importer ici sur ces zones-là. Tiens, on va voir si quelqu'un va tomber dans l'eau. Le touriste est toujours avide de découvertes, et moi je les regarde. Cette configuration-là, et puis vous avez ici l'Embo Bridge, hein, donc je ne sais pas si l'Embo Bridge qui traverse la baie de Tokyo, vous pouvez le faire à pied, hein, donc on peut monter là-haut et il y a des petits promontoires, c'est assez sympathique, c'est gratuit, et puis vous avez des belles vues sur l'ensemble du port de Tokyo. Pendant qu'on est à Edo, hein, vous avez alors la résurgence, le retour des Yakatabune, donc ces bateaux auberges qui en fait peuplaient la baie d'Edo, hein, jusqu'à Meiji, et qui avaient progressivement disparu parce que les eaux du port de Tokyo, les eaux de l'embouchure de la Sumidagawa étaient devenues extrêmement nauséabondes, et donc il n'y avait plus tellement, et même il n'y avait même plus la place également, hein. C'est-à-dire que les eaux du port étaient parcourues essentiellement par des péniches, des pontons, avaient perdu en fait leur aspect ludique, et le fait que la qualité des eaux s'améliore, que le port se désindustrialise, a permis le retour de ces Yakatabune, donc de ces bateaux restaurants. On a un petit peu la même chose à Yokohama, hein. Toujours sur le port, ici, alors vous avez le gradient hypercentre. Vous avez en plus, alors là on a les trois tours, hein, les tours Mori, hein, ici, alors je ne sais plus, Roppongi Hills, Toranomon il me semble, celle-là, et celle-ci, j'ai oublié le nom. Il y a mon article sur Géoconfluence, hein, sur la verticalité heureuse à Tokyo, hein, avec la carte qui reprend ces tours, même s'il faudra la mettre à jour maintenant. Donc ici vous avez l'hypercentre de Tokyo, vous avez toujours ici des entrepôts, hein, de la zone portuaire, ici. Donc on garde quand même, hein, tout n'a pas été tertiarisé, même si on a des projets, par exemple ces entrepôts là, il me semble qu'ils sont désaffectés, et on commence à avoir des restaurants, des choses comme ça en fait, hein. Donc il y a cette transformation
ces zones-là, mais ensuite, lorsqu'on passe ici, on se dirige vers le sud, vous avez toujours de la zone industrielle-portuaire, hein, essentiellement logistique, mais entrepôt frigorifique, mais aussi on a d'autres types d'entrepôts hein, qui n'ont pas forcément à voir avec le portuaire. Derrière, on a les grands buildings qui sont des immeubles d'habitation, hein, ça qui est quand même intéressant. Hein, que là, mis à part ceci, hein, là, on est dans ce cas-là, et encore, hein, ici on a de l'habitation aussi, ces grands immeubles hein, qu'on voit, hein, c'est pas des bureaux, hein, c'est ça qui est intéressant à Tokyo. Hein. C'est pas des bureaux, c'est du logement. Hein. C'est du logement, c'est-à-dire qu'il y a de la demande, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui reviennent dans le centre de Tokyo. Et puis plus on se déplace par là, plus on entre, on retourne dans la zone portuaire pure. Hein. Ici vous avez les grues, Oifuto, et le prolongement ensuite vers le Keihin. Hein. C'est la fin du Keihin, hein, donc de cette zone Tokyo-Yokohama, ça se finit ici. Une des caractéristiques aussi des zones littorales, hein, vous avez cette cheminée, ici, ce sont les incinérateurs. Hein. C'est ce qui peut un peu, là aussi, être un peu paradoxal, parce que là on a des logements qui sont quand même plutôt de haut standing, mais qui sont à la hauteur des fumées de l'incinérateur, hein, quand même. Mais c'est pas quelque chose qui va jouer énormément dans la façon dont le terrain va se vendre ou pas, va être intéressant ou pas. Ici, pendant qu'on y est également, vous avez l'écluse anti-tsunami ici. Hein, voilà. Donc anti-tsunami ou tsunami tellurique, hein, d'origine tellurique ou de typhon. Hein, mais à partir du moment où on a des risques de submersion, parce que cette partie-là, en fait, elle est pratiquement au niveau de la mer, hein, voire sous le niveau de la mer hein, pour certaines zones. Donc les écluses se ferment et ça permet comme ça de protéger l'ensemble de la baie de Tokyo. Et on va continuer cette fois-ci progressivement. Ouais, on quitte la période Edo et vous voyez que c'est très intéressant, hein. Enfin, je veux dire que c'est très agréable en fait. Hein. On est sur du terre-plein, on est face à Tokyo. Là aussi, si vous regardez un petit peu l'eau, je ne sais pas si ça se voit sur le film, mais libellules, poissons, c'est pas désagréable. Hein. Cormorans, il semble que c'est des cormorans, hein, pêcheurs, donc ceux qui plongent et qui pêchent, comme on peut en voir en Chine, hein, qui sont dressés pour ça. Ici, vous avez au fond, hein, derrière le pylône, le quartier de Marunouchi Ginza. Et donc c'est ça qui va être intéressant. C'est-à-dire que les pause Coca-Cola. Les personnes qui vont habiter là-dedans, dans ces ensembles, qui ne sont pas tous des ensembles... c'est pas bon marché, mais c'est pas non plus exorbitant. En tout cas, il y a de l'offre pour les hautes classes moyennes, on va dire. Hein, voilà. Mais c'est pas les super riches. Même si certains super riches habitent dans certaines de ces tours, ça reste assez accessible et c'est pas non plus des gated communities hein, complètement. Hein. Il y a un débat là-dessus sur est-ce qu'au Japon on a des gated communities en vertical, hein, parce qu'effectivement l'accès aux tours est assez bien relativement réglementé, enfin contrôlé on va dire, mais rien à voir avec ce qu'on peut avoir en France et encore moins avec ce qu'on peut avoir aux États-Unis hein, en termes de ghettoisation ou d'embarrièrement, il me semble qu'on dit comme ça, de ces zones-là. Donc vous avez ici Marunouchi Ginza, vous voyez encore hein, tout ce qui était les entrepôts sur Tsukishima qui restent encore là, et puis ensuite hein, ici les buildings qui ont été, pardon, les tours de logement qui sont fabriqués ici. Donc tout ça pour dire qu'on a à Tokyo des endroits qui sont... Alors on est samedi, hein, samedi matin, on n'a pas foule, hein. Ça va être un petit peu plus peuplé l'après-midi, mais c'est pas la grande foule non plus. Hein. On a comme ça des endroits, hein, si vous voulez être tranquille, à Tokyo, dans l'hypercentre de Tokyo, et c'est peut-être un des aspects les plus intéressants de cette zone-là, en tout cas pour moi, c'est de voir ce contraste-là, de voir l'ouverture à 10 minutes hein, de l'hypercentre,
l'ouverture de zones qui sont des zones avec une qualité, un truc intéressant, conflit d'usage, les andouilles sur leur motoski et les bateaux auberges, Yakatabune. En général, les types en motoski font n'importe quoi. Hein. Je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais au Japon, ils font n'importe quoi et souvent c'est des moitiés Yakuza. Hein. Donc ils ne connaissent pas le droit maritime, tout ça. Donc il faut leur dire de se pousser. Mais vous voyez, des zones qui sont assez intéressantes et même qui sont parfois des zones de rendez-vous. Hein. Pour tout âge. Mais en tout cas, des endroits avec une qualité paysagère qui n'est pas mauvaise du tout. Et voilà, on arrive, on a toujours notre touriste hein, qui fait des... Alors je vous dis, franchement, se balader torse nu comme ça à Tokyo, bon il est gaijin, hein, mais il tient à le rester. Hein. Enfin, c'est un petit peu bizarre quoi. C'est un petit peu bizarre. Donc on a comme ça la fabrication de ce paysage et on va voir un petit peu maintenant plus en détail à quoi il correspondait. Donc on était ici hein, donc sur la zone de fortification. Ici vous avez donc le reste de la fortification. Là eux, ils sont pas accessibles hein, ces zones-là. Vous retrouvez alors, ouais, je vous avais parlé des murets de la digue à Imazu, hein, à la façon Edo. Hein. Celle-ci, c'est à mon avis la façon Edo. Hein. Ils l'ont pas forcément reconstruite. Et il faudrait voir avec quel type de pierre c'est. Alors souvent dans la baie de Tokyo, hein, traditionnellement on allait chercher des pierres dans la péninsule d'Izu. Hein, où là on a du basalte, on a de la pierre volcanique. Et la forteresse d'Edo a été fabriquée en allant chercher des pierres à partir de la péninsule d'Izu. Donc il faudra voir un petit peu à quoi ça correspond, mais ce noir là à mon avis c'est bien du basalte. Alors, lorsque à l'après-guerre on remblait une partie hein, de cette zone là, ici, le port de Tokyo, alors déjà un peu avant-guerre, hein, mais à l'après-guerre on va avoir la création des kiba, donc des zones de stockage du bois. Puisque on est toujours dans un contexte où l'habitat est majoritairement fait en bois, du bois qui vient encore, qui provient des forêts japonaises, et il faut le stocker, et on va le stocker dans des bassins. Et ici, en fait, on est sur un ancien kiba, donc zone de stockage du bois que vous pouvez voir sur les... Ça se voit très bien sur les photos aériennes. Hein. Vous allez sur le site du ministère de l'aménagement du territoire, infrastructure, touristes et aménagement du territoire, et vous avez les photos aériennes des années jusqu'aux années 70. Hein. Vous avez ici, en fait, c'est rempli, donc c'est plus ou moins fermé ici, et toute cette zone-là est un kiba, donc ce qui fait que c'est un bassin. En fait, on va construire des bassins comme ça pour faire des zones de stockage du bois. Vous en avez un petit peu plus loin le dernier à Shinkiba, hein, comme son nom l'indique, hein, le nouveau bassin de stockage du bois. Maintenant, ça n'existe pratiquement plus, puisque en fait, à partir des années 70, progressivement, alors on construit un petit peu moins en bois, mais surtout on importe le bois. Hein. C'est un petit peu le problème de l'exploitation des forêts japonaises. Hein. C'est-à-dire que c'est ce qui explique en fait, hein, on l'a vu en cours, on l'a vu parfois aussi, on en avait parlé un petit peu à Imazu, ce qui explique que les forêts japonaises sont plantées donc, de résineux, qui ne sont plus véritablement exploités, puisque le bois va être importé d'Amérique du Nord. Il arrive déjà tout prêt en fait en container, voire même pré-découpé. Et donc on n'a plus besoin d'avoir ce kiba. Et donc dans les années 70, hein, on va avoir ces zones-là qui se libèrent. Et il faut les aménager. Et un des aménagements, ça va être ici, la création d'une plage artificielle, Odaiba Kaikin Koen, pardon, dont d'ailleurs il y a des photos hein, dans un des premiers ouvrages d'Augustin Berck. Il me semble que c'est... je me demande si c'est... je crois que c'est même gestion de l'espace au Japon. 78-82 il me semble.
et qui a une photo en fait hein, de ce parc marin de Odaiba, et qui est déjà utilisé comme plage. Hein. Et comme on va en faire une plage, ben, on va construire des pins, et puis on fabrique une plage de sable, plage de sable blanc, comme ça. Et du coup, on va utiliser ce kiba comme bassin d'amusement en fait, hein, de loisirs. À l'époque, on avait, alors je dis à l'époque, hein, parce que moi quand je suis arrivé c'était en 95, donc je pense pas qu'il y a eu beaucoup d'évolution en fait entre 75 et 95, mais on avait deux Ramenya-san, hein. Il y avait pratiquement rien. Hein. Il y avait pratiquement rien, deux Ramenya qui étaient situés là, et puis relativement peu de gens, hormis les samedis dimanches où il y avait un peu plus de personnes, mais le problème c'était l'accès, hein, c'est-à-dire qu'à venir ici c'était pratiquement impossible. Même moi, la première fois que je suis venu ici, je me suis arrêté à Shinkiba, j'ai trouvé un vélo, entre guillemets, qui était caché dans les fourrés, et je suis venu ici en vélo. Il n'y avait pas de métro, hein, pas de métro, il fallait venir en voiture en fait. Et c'est aussi un des autres aspects hein, historiques des avancées sur la mer au Japon, c'est l'endroit de la voiture. Hein. Alors, on a parlé l'autre jour hein, des camions d'extrême droite qui s'y garent, mais ce sont des zones qui sont très très bien accessibles en voiture, parce que justement on a toute cette... on a la route express côtière, on a des routes qui sont assez larges, on a suffisamment de place pour faire des parkings, donc on n'est pas du tout dans la ville japonaise traditionnelle, et on est plutôt sur l'espace de la voiture, hein, et même encore aujourd'hui. Hein. C'est des terrains qui sont très grands en fait. Hein. Ce terrain à Odaiba, hein, enfin ce que Linka Fukutoshin, c'est Odaiba, Aomi, Ariake nord et Ariake sud, ça fait la surface de Venise, hein, et c'est même plus grand que Venise en fait. Donc ça n'a pas l'air comme ça, mais on marche beaucoup. Hein, on marche beaucoup. Donc, tant qu'on n'avait pas de transport en commun par train, alors il y avait des bus, hein, mais le bus, je ne sais même pas d'où partait le bus, il faudrait revoir un petit peu, refaire cette évolution aussi des lignes de bus, hein, si on pouvait le faire au niveau historique. Mais c'était compliqué de venir, voilà. En fait, c'était compliqué de venir, il fallait au moins avoir une voiture, ce qui fait qu'on n'était pas du tout dans une fréquentation de masse, et on était dans une fréquentation assez saisonnière, et puis relativement confidentielle, il me semble. Là aussi, il faudrait, ça je ne l'ai pas fait, aller chercher s'il y avait des stades de fréquentation dans les années 70, au début des années 80 sur cette zone-là. Aujourd'hui, c'est 40 millions, enfin, alors, je n'ai pas vérifié les derniers chiffres, mais on est entre 30 et 40 millions de visiteurs par an, ce qui est pas mal, hein, ce qui est l'équivalent du Tokyo Disneyland. Hein, donc en fait, aujourd'hui, il y a quand même de la fréquentation. Donc on était sur un Kiba, et puis derrière ce qui est aujourd'hui ces immeubles-là, on avait le golfe de Tokyo. Et lorsque ce terrain a été transformé en les premiers aménagements, en fait, on a déplacé le golfe de Tokyo sur un autre terre-plein, qui est le terre-plein de Wakasu, donc on en a parlé l'autre jour également. Golfe de Tokyo et héliport de Tokyo également. Et du coup, ça a dégagé en fait un grand espace, et de grands espaces qui sont propriété de la mairie de Tokyo, hein, enfin, du département de Tokyo, du gouvernement métropolitain de Tokyo. Et donc, il y avait à peu près comme ça 440 hectares à aménager pendant la bulle, et donc ils ont décidé d'aménager pour en faire un sous-centre, donc mêlant, alors classiquement hein, en fait, travail, logement, loisirs et commerce. Le problème c'est que lorsque les premières infrastructures donc, sur fonds publics ont commencé à être construites, donc ce pont, le Lembo Bridge, hein, qui a coûté assez cher, le Yurika Mome, petit train automatique, une sorte de Orlyval, enfin un métro de Toulouse, hein, on va dire, c'est la même chose, c'est le même, hein, sur roue, assez cher d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de subvention publique. La bulle a éclaté, et donc les investisseurs se sont retirés. Tous, sauf en fait deux investisseurs sont restés fidèles à leurs engagements. Bon, on va en rajouter un troisième, à leurs engagements sur ces zones-là. Le groupe Fuji Telebi, c'est le groupe Fuji Sankei en fait, hein, donc le journal ultra conservateur Sankei Shimbun, Fuji Sankei qui donc a installé ses studios ici, et puis le groupe Panasonic, puisque au départ on était sur l'idée d'un téléport. Hein. Alors il faut bien remonter dans le temps, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un truc qui est complètement dépassé, en partie déplacé, c'est-à-dire que on faisait un accès internet rapide avec de la fibre, mais on n'avait pas la fibre à domicile, hein, donc une sorte de pépinière d'entreprise où on avait un centre qui allait garantir de l'accès à très haut débit
pour les entreprises installées à proximité, donc un téléport. C'est un zone où on se connectait pour avoir de la fibre. Bon, aujourd'hui, les choses sont complètement différentes, mais à l'époque, on était sur cette idée-là encore. Et donc, on allait faire un téléport. Il y a eu le téléport de New York, et donc Tokyo voulait son téléport. Et c'est Panasonic qui était en charge du câblage, des technologies, etc., pour faire ce téléport qu'il a installé dans le Telecom Center, qui est le grand bâtiment en forme d'arche de la défense qui est derrière ce bâtiment-là. Et Panasonic et Fuji Telebi, Fuji Sankei sont restés. Donc on a encore une présence Panasonic assez importante. Alors dans le téléport, dans le Telecom Center, mais également on a des terrains qui vont être liés à la domotique, de présentation de la domotique, des musées de la science, etc., qui sont tous plus ou moins liés au groupe Panasonic. Également construction d'hôtels internationaux, puisqu'il fallait que ce soit un centre d'affaires, mais en réalité on a eu très peu d'immeubles d'affaires à proprement dit, puisqu'en fait on le voit bien ici, on ne les voit pas, c'est-à-dire que certes on a Fuji Telebi ici, on en a 2-3 là, en fait, 3. Celui qui est derrière il n'est pas vraiment d'affaires, mais on a ces deux immeubles là qui changent. Il y a beaucoup de turnover, qui s'installe. Auparavant il y avait Shell ici, Shell Japon ici. Il reste pas très longtemps, mais on n'est pas du tout dans quelque chose qui sera un centre d'affaires. Parce qu'en fait le centre d'affaires il est resté là-bas, quoi. Il est resté dans les bâtiments ici de Minato, de l'arrondissement de Minato, et très peu ici. Et en revanche, ce qui a bien fonctionné, c'est l'activité loisir. Donc on a eu d'abord ce Dex Tokyo, et puis ensuite deuxième Aqua City, qui sont en fait des shopping malls, donc des centres commerciaux. La plage fonctionne bien, elle est assez fréquentée les jours. Là on est en septembre, donc bon, c'est quand même la rentrée, donc c'est un petit peu moins. Les vacances sont terminées, donc il y a un petit peu moins de monde, mais c'est quand même quelque chose qui reste assez fréquenté et assez agréable aussi, et avec une plage de sable blanc, les pins, on retrouve ça, cet aménagement comme ça, qui fonctionne assez bien. Et autre élément, le logement, puisqu'on va avoir ici des tours de logement, là aussi qui sont parmi les premières tours de logement construites sur la baie de Tokyo. Ici du logement plutôt de standing. Là on est sur quelque chose qui est plutôt semi-privé, enfin on va dire ce qui est aux mains de la Toshikoda, Toshisaisei, pardon, la régie semi-publique de construction de logements, et puis aussi ou du privé. Vous avez ici, alors ça a été fait avant 2001, donc ça s'appelle les Twin Towers, Tokyo Twin Towers. Alors ici vous l'avez, ça c'est de la reconstruction, c'est pas les vrais. Il ne me semble pas que ce soit les vrais, en tout cas pas tous les trucs, mais c'est des batteries portuaires qui ont été construites pendant à Bakumatsu. Bon, il y en a deux, il n'y a plus les canons, mais il reste. Ça pourrait être un petit peu mieux, peut-être un petit peu mieux mis en valeur. Paradoxalement, mais c'est bon, c'est souvent le cas des zones touristiques. Peu de gens viennent ici et tout le monde se concentre là-bas. Succès également de Odaiba vis-à-vis des touristes étrangers en provenance d'Asie. En fait, c'est une zone qui est plus fréquentée par Indonésiens, Singapouriens, Taïwanais, Chinois, plus que finalement par les Européens ou les Nord-Américains. Parce qu'effectivement, si on veut voir ça, c'est peut-être pas la peine de venir au Japon. Enfin, il y en a quand même qui viennent. Mais venir au Japon pour avoir ce qu'on a déjà à la maison, c'est peut-être un petit peu dommage. Sauf à venir ici, par contre. Là, je trouve que c'est l'endroit qui est plus intéressant en fait. Avec des vraies ruines, des vrais patrimoines historiques. En tout cas, on a la création d'un paysage qui est assez intéressant. Un accès à l'eau. On a parlé l'autre jour du droit à l'accès à l'eau. Là, on a offert au Tokyo 8 un accès à l'eau et un accès qui est plutôt amélioratif, qui est plutôt intéressant. Alors, problème, toujours le problème, c'est très joli. On n'est pas surpeuplé par rapport à la plage de Kamakura par exemple, ou Enoshima. On va s'approcher un peu. On peut faire du bateau, il y a des poissons. Problème, on est sur une eau qui est ultra polluée. Alors ils ont essayé de la dépolluer pour les Jeux Olympiques, ils ont en partie réussi, mais la question c'est un peu comme à Paris, E. coli.
parce que bah, on est quand même dans le centre de port de Tokyo, hein. Alors, Ikoli, c'est peut-être même pas le plus grave. Enfin, les boues du port de Tokyo, elles sont ultra polluées, hein. Elles sont ultra polluées. Il y en a même qui sont. On avait même après 2011, il y avait eu des mesures de radioactivité, hein, puisqu'en fait, le bassin versant, hein, des rivières qui se jettent in fine dans la baie de Tokyo, en provenance des départements de Tochigi, Gunma, où est passé le nuage de Fukushima, il y a de la radioactivité, hein, et dans les boues à l'embouchure, alors on n'en parle plus tellement, mais dans les boues qu'on pouvait retrouver à l'embouchure de certaines rivières, dont Edogawa, Arakawa, on avait des remontées radioactives, hein. Problème, c'est que les gens veulent se baigner, quoi, hein. Donc problème pour la mairie de Tokyo, c'est comment faire pour que les gens résistent à l'envie de se baigner, et en fait ils résistent pas, hein. Donc c'est un peu leur problème, hein. Donc la baignade est interdite, c'est marqué de partout, mais quand même les gens se baignent ou se trempent, hein. Il n'est pas rare de voir des gens qui nagent. En plus, alors, la seule activité permise, hein, c'est le surf ou ce truc-là, hein, le paddle, hein, il me semble. Mais personnellement, je n'irai pas nager là-dedans, ni même tenter de tomber du bateau. Pareil pour ceux qui pêchent, hein. Je ne sais pas s'ils mangent véritablement leurs poissons, hein, même s'il y a beaucoup de poissons, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais en tout cas, on a la création, malgré tout, hein, d'une zone assez intéressante, hein, qui est une zone de loisirs, qui redonne une image plus attractive de ce que peut être la capitale japonaise. Oui, Santori, ici, hein. Lui, il est resté, hein, depuis les débuts. Et puis ici, on a des logements des logements pour personnes âgées, hein, subventionnés. Également celui-là, un logement subventionné. Et puis, à partir du moment où on va atteindre 10 000 habitants, il faut une école, hein, donc on a l'école ici, hein. Et tout ça dépend de Minatoku. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui sont là, du coup, ils ont l'adresse Minatoku, en fait, qui est une adresse plutôt chic, même s'ils ne sont pas véritablement dans le Minatoku. Et vous aviez donc les Yakatabune, hein, qui marchent relativement bien. Bon, c'est plus joli le soir, hein. Là, je ne sais pas ce qu'ils regardent, mais c'est plus joli le soir, parce qu'effectivement, à partir de 6 heures, on a de 15-20 Yakatabune qui viennent, et du coup, on peut même avoir. Alors, on n'est pas forcément sur l'aspect paysager le plus intéressant. En fait, il faudra aller en face, parce que là, on peut avoir toute une série de dégradés sur la vue, hein, sur le Odaiba ici, hein, la forteresse, et puis ensuite le pont, et ensuite le centre, l'hypercentre de Tokyo, ce qui permet de créer un paysage tokyoïte, intéressant, vendable, international, même si c'est pas forcément là aussi ce qui va tout de suite identifier Tokyo, en fait, hein. On peut se demander si Tokyo, hein, n'est pas toujours en manque d'image, en manque de visibilité. Alors, tout le monde connaît Tokyo, on connaît le mont Fuji, mais la tour de Tokyo, elle ressemble quand même un petit peu à la tour Eiffel. Roppongi Hills, Toranomon, etc. Bon. Et puis si on prenait des choses comme le Kaminarimon de Asakusa, on peut le retrouver un peu ailleurs, quoi, mais c'est une ville qui peut-être, hein, alors c'est une hypothèse quand même, qu'il faudra peut-être consolider ou pas, mais la ville n'a pas forcément une visibilité très identifiée, à l'image de ce que peuvent être par exemple les villes américaines. C'est-à-dire que si vous avez New York, on sait tout de suite que c'est New York. Los Angeles, on sait tout de suite que c'est Los Angeles. San Francisco aussi. Vous prenez Kaminarimon à Asakusa, vous prenez la même chose à Kyoto ou à Osaka. On n'est pas sûr d'être. Ça ressemble un petit peu à la même chose, hein. Et c'est un petit peu le problème de ces villes, des villes japonaises, en fait, hein. Cette difficulté à avoir une identité forte et immédiatement visible. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant, et puis on va aller voir un petit peu derrière, en fait là derrière, hein, ce qu'on a derrière, plutôt ce qu'on n'a pas, puisqu'on a les terrains vides de la zone numéro 13.